Cette saison NBA aura été une affaire de rebondissement. Tour à tour, les équipes ont surpris en prenant des décisions qui changeaient tout. Alors que le nouveau CBA nous laissait craindre des front office statiques. Et ce premier tour de playoff va voir s'affronter deux experts dans ce domaine. D'un côté, les Wolves, qui ont été les premiers à surprendre tout le monde en octobre dernier en envoyant Karl Anthony Towns aux Knicks, qu'on croyait perdus à la mi-saison avec un jeu en perdition, mais qui ont tout renversé dans les 2 derniers mois quand on n'y croyait plus. De l'autre, les maîtres du cliffhanger, les Los Angeles Lakers et LeBron James qui filaient tranquillement jusqu'à la dépression avant que le Big Bang n'arrive, le transfert de Luka Doncic, que l'on imaginait s'effondrer, mais qui finalement ont brillé. Avec Hollywood pour décor, on s'attend à tout pour cette série qui, à n'en pas douter, sera à l'image de tout ça, pleine de rebondissements. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, vous l'attendiez probablement tous, en tout cas nous on l'attendait fermement. D'ailleurs, juste avant qu'on démarre ce podcast, on a eu un petit débat, je crois que c'est le débat éternel sur la NBA, c'est est-ce qu'il faut raccourcir la saison ou pas. On va pas rentrer dedans, mais les playoffs arrivent enfin. Et pour ce premier tour, on a quelques belles affiches. Mais je dois bien avouer que celles-ci, notamment les deux affiches, là, la 3-6 et la 4-5 de l'Ouest, elles sont quand même sacrément kiffantes. Et on va donc commencer avec la série, vous l'aurez compris, entre les Lakers et les Wolves. Et pour parler de tout ça, on est avec Jérém et Paul. Salut Jérém, comment ça va? Écoute, ça va bien et toi? Est-ce que tu es content de parler de ton équipe préférée? Tes deux équipes préférées. C'est un Euh, peu tes deux équipes favorites là. En vrai, ouais, l'année dernière, j'en ai quand même beaucoup parlé pendant les playoffs. Donc, bah vas-y, bis repetita, hein. Bah ouais, t'es un grand fan des Wolves, on le sait tous. Chicago Mm. Bulls, Wolves, Lakers et Denver, un peu quand même. C'est ça, ouais, un peu. Et on est avec Paul. Paul, comment ça va? Qui va inaugurer d'ailleurs ses premiers playoffs au podcast. Non, j'avais parlé un peu des playoffs l'année dernière, je crois. Ah oui, c'était venu à la fin des Où playoffs, Ah tu ouais. fait penses? les demi de conf, les finales de conf ou un Ah truc comme bah ça. tu vois, autant pour moi. Mais en tout cas, du coup là tu vas pouvoir même démarrer dès le premier tour. Est-ce que le premier tour, Ouais. Paul, c'est ton tour préféré? Non, demi-finale de conf, finale de conf, c'est en général, j'aime bien moi. Ouais, c'est vrai. Après, ça dépend parce que des fois, t'as des match-ups qui sont un peu nazes, mais le premier tour, c'est cool parce que t'as plein de matchs, donc t'as toujours des gros qui se font sortir. Pas forcément des grosses équipes, mais des gros joueurs, quoi. Donc, Jérém, toi, c'est cool. le premier tour, c'est ton préféré ou pas? Ouais, je crois que vu que je suis beaucoup plus l'Ouest que l'Est, genre peut-être que c'est mon préféré le premier tour parce que généralement t'as au moins 3 grosses séries à suivre. Après, non, je pense que je suis quand même comme Paul, les demi-finales de conf, je pense que c'est là où t'as le plus le rapport qualité-volume, quoi. Je crois que le premier tour, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment de l'enthousiasme quand ça démarre. Généralement, en plus, tu as une petite pause avant, tu vois, d'une semaine. Tu as eu le temps d'oublier un peu avant d'avoir ta dose, là. Et puis, ça redémarre. Les premiers matchs du premier tour, c'est souvent, moi, je trouve que c'est souvent assez kiffant. Bon, on va parler de cette série là dans les temps qui suivent. Je sais pas exactement combien de temps on va faire ce podcast. L'idée, c'est surtout qu'on prenne le temps de parler de tout ça dans le détail. L'idée, c'est de se dire, sur chacune des previews qu'on va vous faire, dans un premier temps, on va vous présenter un petit peu la dynamique dans laquelle sont ces deux équipes et leurs forces et leurs faiblesses, ce qui permet de faire un premier tour d'horizon de ce qui nous a marqué durant la saison sur ces équipes. Et puis après, on va rentrer dans ce qui fera probablement le cœur du podcast, c'est ce qu'on veut voir dans la match-up. Et là, vous en avez l'habitude, ça sera un espèce de ping-pong entre Paul et Jérém pour que justement, ils puissent nous parler de ce qu'ils attendent dans cette match-up. Et puis, on terminera avec, on l'avait fait déjà l'année dernière, c'était assez sympa, pourquoi les Lakers vont gagner ou pourquoi les Wolves vont gagner, ce qui permettra de faire un bon tour d'horizon. Alors, on démarre avec les dynamiques. Jérém, ce que je te propose, c'est qu'on commence avec les Wolves, parce que je suis pas convaincu que ça soit l'équipe que tout le monde a suivi cette saison. Paul s'occupera des Lakers, je pense que les gens ont un peu plus suivi les Lakers. Alors que les Wolves, ils ont quand même eu une dynamique assez intéressante durant cette saison. Ouais. En fait, ils ont démarré un peu comme on s'y attendait, c'est-à-dire qu'on avait fait un podcast ensemble et avec Julien
pour parler de ce que seraient peut-être les Wolves cette saison. Et c'est vrai qu'on s'inquiétait du transfuge Karl Anthony Towns, Julius Randle, avec des problématiques de spacing, des problématiques du coup qui venaient un peu sur les zones de tir préférentielles de Julius Randle et la compatibilité éventuelle avec Rudy Gobert. Et c'est vrai qu'en début de saison, les Wolves ont un petit peu galéré, et peut-être même des deux côtés du terrain quasiment, pour digérer cette intégration. Et puis, je pense que c'est un truc commun entre les deux équipes, c'est qu'en fait, il y a vraiment 2 saisons dans la saison. Eux, ça a démarré un petit peu plus tôt, mais à partir de janvier, on a vu des Wolves qui se trouvaient. La première étape, ça a été en janvier, quand on a vu le duo Randle-Gobert qui commençait à arriver à attaquer ensemble. Et ça a été de courte durée parce qu'il y a eu des blessures. Mais depuis le retour de tout le monde fin février, début mars, on voit des Wolves qui sont absolument transformés parce qu'en fait, ils ont eu le temps de se trouver sans Gobert et de trouver en fait des nouvelles rotations et puis de se trouver ensemble. Et en fait, les Wolves, depuis, c'est à la fois toujours une très bonne défense, ce qu'ils étaient l'année dernière. L'année dernière, il faut se souvenir que c'était la meilleure défense NBA en 2024. Et ils sont devenus une attaque absolument élite sur les 2 derniers mois et demi parce qu'ils sont troisième offensive rating sur cette période. Et du coup, c'est une des équipes qui a le plus carburé cette fin de saison. Et ce qui explique en fait que, alors qu'on les pensait équipe de play-in, ils ont réussi à s'infiltrer à l'ouest. Et du coup, la dynamique est très très bonne du côté des Wolves. Et concrètement, c'est quoi qui, dans leur attaque, fait que ça fonctionne aussi bien? Parce que l'année dernière, on se rappelait que c'était une attaque qui fonctionnait pas mal, mais elle reposait beaucoup sur le spacing que proposait Kat. Ce qui, pour le coup, ils n'ont plus cette saison, parce qu'il n'y a qu'un seul pivot dans la NBA qui offre ce spacing-là, c'est lui. Et surtout, il misait sur la défense. Qu'est-ce qui fait que cette année, ça fonctionne offensivement? Alors, ils arrivent bien à utiliser Julius Randle un peu comme un second maillon en attaque, c'est-à-dire que si par exemple la création vient de Anthony Edwards, Julius Randle est assez dynamique et c'est une version de lui qu'on a assez peu connue en carrière. C'est une version assez dynamique sans ballon et qui sait bien attaquer le close-out et qui sait bien se glisser dans le jeu offensif de cette équipe. Il a trouvé ses zones préférentielles et il a réussi à être associé à Rudy Gobert. Ils ont trouvé une dynamique qui ressemble un peu à celle d'ailleurs de Denver entre Jokic et Gordon les années précédentes, où tu as Gobert qui vit un peu près du cercle et qui essaye en fait de profiter de la gravité de Julius Randle. Et vu que Julius Randle, c'est un joueur qui est compliqué à défendre parce que il est très costaud, il est quand même assez mobile. Sur des joueurs plus légers, du coup, tu vas peut-être devoir apporter de l'aide quand il va te jouer au poste. Et sur des joueurs un peu plus lourds, il est capable de driver. Donc, ils ont réussi à trouver effectivement une formule qui marche bien. Ils ont réussi aussi à le faire fonctionner en le faisant vivre quand même sur la ligne des 3 points, même si c'est pas un bon shooter. Et en fait, du coup, ils ont récupéré un niveau de création que Kat, lui, n'apportait pas balle en main. Et je pense que du coup, ça glisse plutôt bien. Ce qu'on imaginait d'ailleurs au début de la saison être un peu un besoin pour eux, d'avoir un peu Mm. plus de création, parce que l'année dernière, pour le coup, c'était un vrai souci. C'est vrai que sur le début de saison, Julius Randle, il a été sans doute un peu surutilisé, en tout cas un peu utilisé comme il était utilisé par le passé, ça marchait pas du tout. Et toi, tu dis qu'il y a eu un shift autour de janvier, là, quand Rudy n'était plus là, et que ça s'est mis à fonctionner. Moi, je regardais sur les stats à partir de janvier, notamment son efficacité a commencé à Mm. pas mal grimper. Et d'ailleurs, il fait plutôt une bonne saison à l'efficacité dans ses standards à lui, pour ses standards à lui, hein, j'entends. C'est ça. Il est dans les moyennes NBA, ce qui est plutôt pas mal. Et effectivement, depuis janvier, il est bien au-dessus de ce qu'il a produit sur déjà le début de saison, même sur le reste de sa carrière. Et non, en fait, ça a commencé déjà en janvier avec Rudy, puis Rudy s'est blessé, puis Randle s'est blessé. Et en fait, il y a eu 2 phases, parce que quand il est revenu, Randle, Rudy est toujours pas là. Et ils ont beaucoup joué en small ball avec Randle en 5 et avec Naz Reid. Donc ça faisait quand même beaucoup d'espace pour lui pour se bouger. Et puis après, Gobert est revenu. Et en fait, on a retrouvé ce qu'on avait vu sur le début d'année 2025, où en fait, ils arrivaient bien à cohabiter. Et en fait, Randle s'est un peu trouvé Gobert comme Kat savait le faire, en fait, dans les mêmes positions, et ça marche bien, quoi. Oui, d'autant que si Randle est un moins bon scoreur que Kat, c'est pas. Alors c'est un volume playmaker. Il a du déchet, mais c'est Ouais. un mec qui est capable de produire du jeu, et donc quand c'est cadré dans ces bonnes situations, généralement c'est quelque chose qui fonctionne pas trop mal. Paul, t'en as pensé quoi toi de la saison des Wolves? Est-ce que toi aussi t'as senti là cette montée en puissance, notamment sur la deuxième partie de saison? Ouais. Après, je pense que ils sont montés en puissance parce qu'il y avait un calendrier beaucoup plus facile sur la fin. C'est vrai qu'on a tendance à oublier des fois qu'il y a des équipes qui ont un calendrier soit ultra facile, soit ultra dur sur la première moitié de saison. Et ensuite, sur la deuxième moitié de saison, c'est beaucoup plus simple. Genre, le contraire de ça, ce serait Memphis qui avait un calendrier hyper facile
sur la première partie de saison, et sur la deuxième partie de saison, tu les vois galérer, mais aussi parce qu'en fait, ils affrontent des grosses équipes presque à chaque match, quoi. Donc, il y a eu un calendrier plus facile sur la fin. Après, il y a des mecs aussi qui ont step up au niveau individuel, comme Ant. Il fait une année 2025 où il est presque à 30 points de moyenne. En plus, il a réussi à être ultra régulier sur son shoot tout au long de la saison. Mais je l'ai trouvé bien mieux sur drive sur la deuxième partie de saison. Plus patient, il a réussi. Je pense qu'il a des meilleures stats aussi sur le toucher de balle, donc sur ses layups, etc. Et même un Donte DiVincenzo où il avait eu beaucoup de mal sur la première partie de saison, on l'a vu enfin trouver du rythme sur la fin. Donc finalement, c'était peut-être un peu... fallait s'y attendre à ce que ce soit compliqué parce que tu as une équipe qui était dépendante quand même de 4 depuis je sais pas combien de saisons. Et là, tu l'envoies ailleurs, donc Randle, c'est pas le même profil. Mais ils ont su réagir. Et au final, ils arrivent à être top 10 attaque quoi, cette saison. Donc très bonne saison. Même si quand tu es à l'ouest, c'est pas suffisant pour faire le top 5. Quoi. Il y a deux joueurs là dans ce que tu as exprimé, je veux bien qu'on en dise juste deux mots. La saison de Anthony Edwards, moi je la trouve quand même assez fabuleuse. C'est-à-dire qu'il a opéré une vraie transition dans son jeu en décalant tous les tirs qu'il avait à mi-distance, qui était un peu son péché mignon, et en les prenant désormais à 3 points. Et c'est devenu un des shooters en pull-up les plus franchement incroyables de la ligue. Et pendant le début de saison, on s'est dit qu'il était sur une surchauffe importante. Il était effectivement dans une surchauffe. Mais il a quand même réussi à retourner, à se stabiliser à un niveau d'efficacité qui est vraiment très bon. Et en même temps qu'il s'est stabilisé sur ce niveau d'efficacité-là, je joins ce que dit Paul, il a commencé à redriver. Je pense que dans le premier temps, il était dans une surutilisation du pull-up à 3 points pour la prendre, on va dire, et pour l'intégrer dans son jeu. Et il s'est mis à redriver. Jérém, t'en as pensé quoi, toi, de la saison de Hunt? Ouais, mais je pense que tu sais, ce côté où il forçait le 3 points en début de saison, c'est peut-être lié aussi à l'effectif où on en parlait, il y avait peut-être un manque de spacing, mais c'est aussi, je pense, dans le but que les défenses adverses aient en tête que en fait c'est son shoot, tu vois. Et on sait que en fait, la défense, elle réagit par rapport à des habitudes. Et je pense que quand dans le scouting, on te répète qu'il va pull-up à 3 points, du coup, ça invite à défense et ça lui permet, lui, dans la deuxième partie de saison, d'être beaucoup plus penché vers le drive. Donc, ouais, je pense que c'était un peu voulu, c'était assez stratégique. C'est d'un côté, ouais, je vais me faire astir, mais aussi, je vais un peu imposer aux défenses adverses d'y faire attention, quoi. C'est marrant parce qu'il fait une saison... Enfin, sa saison, elle fait vraiment moins de bruit que sa saison de l'année dernière, alors que je pense qu'elle est bien meilleure. Et qu'il a step up. Moi, je trouve qu'il a encore step up cette année. Alors, en défense, on verra. On sait qu'il a tendance un peu en playoff à monter en gamme. Mais je trouve sa défense était peut-être moins bonne que ce qu'on avait l'habitude de voir. Mais offensivement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et le deuxième joueur dont parle Paul, c'est DiVincenzo, qui était très attendu quand même dans ce roster, qui a eu un début de saison vraiment pas simple, avec pas d'adresse, qui a eu un positionnement en meneur de jeu à un moment donné. Enfin, il se partageait la main avec Anthony Edwards sur les 5 majeurs. Et il a réussi à retrouver son jeu et à redevenir un peu le joueur qu'on attendait sur la fin de saison. C'était plutôt pas mal, Jérém DiVincenzo, non? Ouais, je pense qu'en début de saison, ils l'ont un peu utilisé trop en ball handler. Ça s'est mieux passé ensuite, effectivement. Ouais, l'adresse étant retrouvée et lui étant peut-être un peu plus dans son jeu et plus dans du jeu de pull-up, je pense que c'était un bon timing, ouais. C'était plutôt bon, ouais. Bon, on va reparler dans le détail dans la match-up des éléments sur Minnesota. Je vous propose qu'on fasse aussi ce petit coup d'œil là, rapide sur les équipes, ce qui a marché cette saison, ce qui a pas moins marché avec les Lakers. Paul, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur... Alors, les gens ont probablement un peu plus suivi la saison des Lakers, mais pour ceux qui ne l'auraient pas fait, depuis le trade de Luka Doncic, on s'attendait à quoi et on a eu quoi? Ouais, parce qu'en fait, les Lakers, tu peux pas vraiment prendre toute la saison parce qu'il y a eu plusieurs saisons à l'intérieur même de la saison, quoi. Parce que quand tu as un joueur comme Luka qui arrive et un joueur comme AD qui part, quand tu regardes les stats sur l'intégralité de la saison, ça n'a pas grand sens en fait. Maintenant, juste avant Luka Doncic, moi je trouve qu'il y a eu l'arrivée d'un joueur qui a changé beaucoup de choses, pas forcément dans le jeu, mais notamment en termes d'impact, c'est Dorian Finney-Smith, où le gars il est quand même à plus 11 de net rating depuis qu'il est arrivé aux Lakers. Et je pense que c'était le meilleur, peut-être le meilleur 3&D un peu dans le profil depuis KCP et Caruso. Donc ça fait quand même 3-4 ans qu'ils n'avaient pas un joueur de ce niveau. Et on se rend compte qu'à côté de LeBron, Reeves et les schémas de DJ Redick dans ces Lakers, ça a eu un réel impact, quoi. Ce qui est intéressant sur la dynamique des Lakers,
Parce que quand tu regardes leur offensive rating ou leur defensive rating, il est pas si ouf que ça depuis l'arrivée de Luka. Mais par contre, contre les équipes du top 10, ils ont affronté beaucoup d'équipes du top 10, donc des meilleures équipes. Et ils sont à 15 victoires, 4 défaites depuis le 20 janvier. Luka, il est arrivé un peu plus tard, mais en gros, voilà, depuis sur les 3 derniers mois de la régulière, ils ont quand même un super bilan contre les 10 meilleures équipes de la ligue. Après, bon, il y a des équipes qui ont peut-être un peu lâché du lest, comme le Thunder sur la fin, qu'ils avaient de l'avance. Mais voilà, ils ont le meilleur bilan sur cette période contre les meilleures équipes de la ligue. Donc, il y a eu quand même un petit peu un coup de mou sur la fin. On les a vus perdre contre les Bulls, notamment en buzzer avec un beau choke de LeBron. Mais, 2 fois mais de suite sinon, ils ont d'ailleurs. pris les wins. 2 fois de suite Ouais, contre les Bulls. je crois même. Mm. Mais ils ont pris les wins qu'il fallait. Donc, au final, tu valides la 3e place. Donc, tu aurais pu faire 2e devant les Rockets. Mais dans tous les cas, je pense que c'est quand même une bonne place parce que tu affronteras potentiellement pas le Thunder avant les finales de conf. Donc, si jamais tu passes au premier tour, tu es content quand même de pas affronter le Thunder, même si les Rockets ou les Warriors ou les Grizzlies, c'est jamais facile à prendre, quoi. C'est sûr que quand on parle de la question de la dynamique des équipes, tu vois, on disait que sur les Wolves, ils ont eu une deuxième partie de saison un peu plus simple que la première. Les Lakers, c'est l'inverse. Pour le coup, c'est sur la deuxième partie de saison où le calendrier était assez dense et il y avait l'inquiétude, pour le coup, que le bilan en soit affecté. Et depuis que Luka est arrivé, il y a un truc assez surprenant dans l'équipe des Lakers, c'est que contre les très gros, ça marche plutôt très bien. Et contre les équipes moyennes et début de l'équipe un peu basse, on va dire l'équipe entre 15 et 25, bon, ça n'a pas trop marché, quoi. Ils ont plutôt laissé filer pas mal de matchs. Il y avait une grosse inquiétude sur cette équipe au moment de l'arrivée de Luka. C'était la partie défense de la raquette, parce que Anthony Davis structurait la défense de la raquette dans cette équipe. Jérém, on a vu que finalement, ce qui a plutôt bien marché, souvent contre les grosses équipes, c'est la défense des Lakers, qui bien avant leur attaque, où ils arrivent toujours à trouver des façons de scorer, mais Paul l'a dit, leur offensive rating finalement il n'est pas si dingue que ça, à part les quelques matchs où ils ont des explosions à 3 points comme contre OKC. Par contre, c'est défensivement où ça a très bien fonctionné. Ouais, je pense que quand le trade a eu lieu, on s'est tous un peu dit quand même cette défense, elle risque de prendre l'eau assez sévèrement. Et ouais, non, ça fonctionne. Il y a toujours une partie de moi qui a un peu du mal à y croire complètement et qui me dit qu'en playoff, ça pourrait peut-être un peu dérailler. Mais effectivement, cette défense, elle s'appuie quand même sur une belle mobilité et sur des joueurs assez physiques. Et du coup, ça compense un peu le manque de protection de cercle. On a cru au début que Jason Hayes, ça allait vraiment le faire. Et j'ai l'impression quand même sur la fin de saison, les line-up avec lui, elles ont moins bien marché. Mais malgré tout, ça tient, quoi. Bah, ils ont trouvé en tout cas un pivot qui est fonctionnel avec Jason Hayes. Et ils ont trouvé des 5 avec énormément de longueur et de mobilité qui pour le coup marchent bien. Et il y a peut-être un dernier élément dont il faut qu'on parle parce que il sera certainement important dans cette série. Paul, il y a un coach qui fait une super saison côté Lakers, qui est assez inattendu pour le coup là-dessus. C'est JJ Redick. Je ne sais pas ce que tu en as pensé toi de sa saison, mais il a quand même une part assez importante pour le coup dans le résultat final. Je vois Jérém qui rigole parce que il peut pas s'empêcher parce que je parle de JJ Redick, mais c'est pour ça que je laisse Paul en parler. Ouais, après, c'est toujours compliqué de juger les coachs quand ils coachent LeBron. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même si LeBron cette année, je trouve qu'il a beaucoup moins d'impact que l'année dernière, il y a un côté tellement de leadership et tout que tu sais jamais quel impact réel il a le coach. Mais ce que j'ai bien aimé avec JJ Redick, c'est sur le début d'année, quand Eddie était un petit peu blessé et qu'on se posait un peu des questions sur la défense, il a su quand même faire très bien défendre les Lakers avec des schémas, que ce soit des schémas très agressifs sur le porteur de balle ou des prises à deux sur des intérieurs, parce que finalement quand Eddie était pas là, ils pouvaient pas défendre en 1v1 en fait sur des intérieurs, et en fait les prises à deux qu'il a mis en place, elles étaient très efficaces. Je pense à des matchs contre les Pacers ou les Knicks sur Siakam et Kat. Donc défensivement, je trouve que c'était vraiment pas mal ce qu'il a fait. Maintenant, ça reste des schémas défensifs et on sait que les playoffs, bah, si tu as une match-up qui est pas favorable, il y a toujours la question de est-ce que tu continues à faire ce que tu fais ou alors tu t'adaptes à chaque fois, et on verra comment est-ce qu'il réagit en playoff. Mais pour une première saison NBA, bah, franchement, c'est vraiment top, quoi. Et en plus, il a plus responsabilisé Reeves en attaque. Donc, il n'y a pas trop de choses négatives à dire sur sa saison, quoi.
Ouais, des prises à deux qui ont aussi bien fonctionné contre Denver et contre Nikola Jokic, hein, Jérémy. Ça avait plutôt bien marché aussi à ce moment-là. Il y avait une autre question qu'on se posait sur les Lakers et après je vous propose qu'on passe sur les match-ups. C'était comment est-ce qu'ils arrivent à trouver un équilibre entre Austin Reeves, Luka Doncic et LeBron James, qui pour le coup sont trois gros porteurs de balles créateurs et qui offraient une solution de manipulation de défense un peu en permanence avec ces trois joueurs-là. On se disait que c'était Austin Reeves qui allait peut-être en pâtir le plus. Finalement, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que celui qui a fait la plus grosse adaptation, c'est plutôt LeBron, qui s'est mué en connecteur et joueur de finition et surtout coordinateur de la défense. Ça a très 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 bien marché jusqu'à sa blessure. C'était vraiment très bien. Il a été blessé. On a senti que physiquement, au retour de blessure, c'était un peu plus difficile. Mais par contre, le rôle est assez cadré. C'est-à-dire que le mec qui joue le rôle de complément et qui fait vraiment jouer son QI basket, pour le coup, je trouve, dans un nouveau registre par rapport aux deux autres, c'est vraiment LeBron. Et ce qui a permis notamment dans un deuxième temps de voir Austin Reeves continuer finalement sa progression parce qu'au tout début, elle était un petit peu bloquée. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on passe à la partie match-up et je vous laisse lancer un peu le ping-pong sur ce que vous avez envie de voir dans cette match-up. Ça vous va ou pas? Vous voyez d'autres choses à dire pour un peu résumer la saison? Ça vous va? Ok, nickel. Et honneur au chef. Honneur au chef, honneur à Jérém. Jérém, qu'est-ce que tu as envie de voir en premier dans cette match-up? Alors, envie de voir, je sais pas, mais quelle première question je me pose, c'est, on en parlait un peu en off, c'est quelle place pour Rudy Gobert dans cette série? Bon, il y a tout le monde, je pense, qui a en tête les images de l'année dernière dans la série Dallas Wolves où on voit Lucas faire danser Rudy Gobert. Mais ça avait été une série qui était quand même assez compliquée pour lui. Et là, comme on disait, trois énormes ball handlers dans cette équipe des Lakers. Lui, c'est quand même s'il se débrouille pas trop mal sur des extérieurs, c'est quand même pas une situation dans laquelle tu as envie de le trouver. Et là, tu as l'impression que dans cette série, il pourrait être amené au large assez facilement. Surtout si Jackson Hayes joue pas un très haut rôle dans la série. Et du coup, en fait, je me dis, mais il est quand même très important pour cette défense. Et potentiellement, en fait, tu vas te priver d'un joueur à contrat max dans ton équipe. Et ça, ouais, c'est la première question que j'ai en tête, quoi. Paul, t'en penses quoi, toi, de l'utilisation de Rudy Gobert dans cette série? Bah en fait, vu que tu sais que il sera jamais capable, je pense, de punir des mismatchs, tu te poses des questions sur son utilisation. Après, le truc, c'est que moi, tu vois, on n'a pas trop parlé de Naz Reid. Et ok, je pense qu'offensivement, c'est super intéressant parce que c'est un 7 foot qui peut stretch, il a un bon passing, il a un super handle. Et je le trouve vraiment pas trop fiable, moi, en 5, notamment défensivement. Et vu que Randle, il est pas du tout fiable défensivement, que ce soit en 4 ou en 5, l'année dernière, tu pouvais quand même te permettre de foot 4 en 5 et Reed en 5. Là, cette année, peut-être que Rudy, il est plus important que l'année dernière dans le dispositif Minnesota, que t'as pas grand monde de fiable défensivement en 5. Donc je pense quand même qu'il sera sur le terrain. Et même s'il n'est pas capable de punir des mismatchs, peut-être que la bataille physique dans la raquette en attaque, vu qu'il n'y a que Jackson Hayes en face, et je sais pas si Maxi Kleber il est revenu, j'y crois, enfin je pense qu'il était blessé pendant un moment, mais il faudrait check. Non, il est pas revenu. Et ouais, et donc il pourra peut-être aller scorer 12-13 points par match, pas plus, on le sait. Mais je pense quand même que tu vois, par rapport à Denver, où l'année dernière, ils avaient chopé un match contre Denver sans Rudy Gobert, je pense qu'ils sont quand même plus dépendants de Rudy cette année que l'année dernière. Il y a un point que je trouve intéressant, il y a plusieurs points, je trouve, autour de Rudy Gobert. Le premier, Jérém, tu l'as dit, c'est il va être emmené au large. Ils vont tomber contre une équipe qui est peut-être l'équipe la plus habituée au small ball 5-out de la ligue depuis l'arrivée de Luka Doncic. Parce que Paul le disait, en fait, leur vrai 5 majeur, c'est avec Rui Hachimura et Dorian Finney-Smith en poste 4 et en poste 5. C'est souvent comme ça qu'ils terminent les matchs. On a vu Rudy dans des séries de playoffs par le passé, notamment à Utah, ne pas être jouable dans ces séries-là parce qu'il est emmené au large et qu'il a du mal à punir le mismatch de l'autre côté. Est-ce que vous pensez que la défense des Lakers, c'est un peu un problème insoluble pour Rudy? Ou à l'inverse, on l'a vu notamment sur la fin de saison, être très très bon sur la punition des mismatchs. Ou est-ce que vous pensez que Rudy il peut réussir à punir ça et quand même continuer à être sur le terrain, quoi? Moi, je pense qu'il peut contribuer offensivement, en fait. On l'a vu cette saison, enfin, il a des connexions avec des joueurs et en vivant un peu ligne de fond. Et
Ouais, par son jeu au ball, il arrive à obtenir des occasions. C'est plus, effectivement, est-ce qu'il va pas te coûter plus de l'autre côté? Parce que bah, on a tous en tête, par exemple, la série contre les Clippers il y a 4 ans déjà. Mais ouais, l'année dernière, ça avait été un vrai sujet. Et le truc, c'est que, en fait, est-ce que les Wolves, ils n'ont pas du coup intérêt à partir sur une équipe, enfin, une rotation beaucoup plus offensive et essayer de punir les Lakers de l'autre côté, quoi, en fait? C'est la question que je me pose. Tu ferais quoi, toi? C'est-à-dire avec, bah, soit en se disant que Nasri, tu vois, Nasri qui a été quand même un élément clé hein, dans les playoffs de l'année dernière, parce que justement, offensivement, il a des grosses séquences et il peut faire sauter le verrou. Ou Randle, parce que, bah, mine de rien, face à l'équipe un peu small ball des Lakers, ben, clairement, ça va être le joueur le plus puissant sur le terrain. Donc, il va aller obtenir des points assez facilement. Et s'il fait une série plutôt correcte, ça change quand même tout pour Minnesota, quoi. Ok. Et c'est Paul qui nous dit que par contre, toi, tu penses que défensivement, Rudy, il va être essentiel. Est-ce que les Lakers, Paul, tu trouves que c'est une équipe qui a une grosse capacité à drive encore? Ou est-ce que c'est plutôt une équipe qui est, tu vois, tournée sur l'extérieur? Parce que si finalement les Lakers drive peu, l'intérêt de Rudy, il est limité. Rudy, il est très intéressant si tu drives beaucoup, que tu vas beaucoup au cercle, parce que sa protection de cercle, elle est ce qu'elle est. Comment tu anticipes ça, toi? Bah, le truc, c'est je pense que la plupart de la série, ils vont la jouer en 5 out, avec Hachimura ou Finney Smith en 5, voire même LeBron en 5. Donc, bah, sur l'attaque, je pense que bah, LeBron, il est quand même encore dépendant du drive. Après, des mecs comme Luka, des mecs comme Austin Reeves, c'est des mecs qui sont capables d'exister à mi-distance. Moi, je trouve qu'ils ont quand même des bons shooters aussi cette saison. On a vu Gabe Vincent, tu vois, capable de mettre dedans à 3 points, Goodwin aussi. Après, on verra si en playoff, ça fait le taf. Mais ouais, je sais pas si Rudy aura un tel impact que ça en défense, mais je pense que ils sont plus dépendants de Rudy que l'année dernière. Maintenant, c'est une match-up qui est différente. Après, il y a un tel niveau offensif avec les Lakers que est-ce que vraiment ça se jouera là-dessus? Ça se trouve, en fait, ça se jouera pas là-dessus, quoi. C'est ça Juste aussi. pour information, les Lakers, depuis l'arrivée de Luka Doncic, ils sont 25e de la ligue au nombre de drives par match. Donc c'est une équipe qui vit plutôt sur sa création par l'extérieur que par ses drives, ce qui pour le coup est un énorme changement parce que historiquement, notamment sous Darvin Ham, les Lakers c'était une équipe qui était excellente sur sa capacité à driver et à aller au cercle. Et là, c'est plus du tout le cas pour le coup. Après, c'est les playoffs, c'est-à-dire que même si tu n'es pas une équipe qui drive énormément, si en face on te met Julius Randle en 5, enfin, tu vas être obligé d'être tenté de driver. Alors, ok, les Wolves ont quand même beaucoup de défenseurs exceptionnels sur la ligne extérieure, mais c'est trop tentant. Si t'as pas de protection de cercle, bien sûr que LeBron, tu vas le pousser à aller au drive, quoi. Donc, en fait, tu es obligé peut-être de mettre Rudy juste pour bloquer l'idée de le faire en répétition. D'autant que pour le coup, ils ont 3 joueurs capables. Tu vois, c'est une équipe qui a peu drivé, mais là on est clairement sur un choix, c'est pas subi parce que quand tu as LeBron, Austin Reeves et Lucas, tu es pour le coup capable de driver quoi. Et donc ça va pouvoir les aider. Vous voyez d'autres choses à dire sur Rudy? Eh bah Paul, je te passe la main. Quel est l'élément toi, autre élément que tu as envie de voir? Voilà, ce que j'ai envie de voir, c'est la bataille des coachs entre JJ Redick et Chris Finch. Chris Finch, l'année dernière, il a quand même fait des super playoffs sur les 2 premières séries. Que ce soit sur les schémas défensifs, mais surtout offensivement, où finalement il était un peu obligé parce que bah, les Wolves, ils n'ont pas tellement de talent offensif que ça, ils ont beaucoup de problèmes de spacing. Même avec 4 l'année dernière, ils en avaient quand même beaucoup. Et on a vu beaucoup de systèmes en tête de raquette l'année dernière avec des écrans de Rudy pour 4, des petits systèmes pour mettre Ant dans des bonnes dispositions. Et du coup, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire offensivement avec ces Wolves. Parce que je pense que autant offensivement, les Lakers, bon, tu sais, tu donnes la balle à Reeves, Luka, LeBron, il n'y a pas besoin de trop se fouler. Je pense que pour les Wolves, au bout d'un moment, je veux dire, si Ant il rentre pas ses 3 points, si Randle il commence à faire n'importe quoi, tu es quand même obligé d'avoir une attaque avec des systèmes un peu complexes parce que t'as pas des mecs suffisamment forts pour créer des décalages. Donc, ce qui va être intéressant, c'est bah, quels seront les schémas offensifs de Chris Finch, quels seront les schémas défensifs de JJ Redick. Est-ce que si Randle il commence à un peu nous bully dans la raquette, qu'on fait des prises à 2 agressives, comment est-ce qu'on se comporte aussi avec les joueurs off-ball comme Dante DiVincenzo, peut-être Mike Conley un petit peu aussi.
Et même offensivement, enfin même défensivement, parce qu'on les a vus quand même beaucoup galérer contre Luka l'année dernière, où en fait ils ont tenté du drop, edge, hard edge et compagnie, et ça a rien donné finalement. Donc est-ce que l'année dernière, je trouve qu'un peu le truc qu'on pouvait lui reprocher à Chris Finch, c'est que il a trop voulu changer son schéma, même si c'est vrai qu'il se faisait, sur n'importe quel schéma, il se faisait avoir, mais il n'est pas resté sur un schéma. Est-ce que du coup, là, cette année, il va se dire, OK, en fait, je fais que du deep drop avec Rudy et je fais pas de edge, ou alors, en fait, j'essaye encore de varier ce que je fais défensivement. Donc, ça va être un peu la bataille du coaching entre les deux. Parce que il y a encore des doutes, je veux dire, Chris Finch, c'est pas non plus le coach du siècle, et JJ Redick qui vient d'arriver, donc ça va être intéressant. Je pense que c'est une série où, en fait, au bout de 6 matchs, on va se dire, ah ouais, en fait, JJ Redick, il a complètement dominé Chris Finch, ou l'inverse, quoi. Comment tu le sens, Jérém, toi, à ce point-là? Ouais, non, je pense que ça va être une série intéressante parce qu'en fait, c'est deux équipes quand même avec des profils assez extrêmes et des lacunes quand même assez visibles. Et du coup, je pense qu'il y a moyen de les exploiter. Par exemple, bah ouais, un peu comme disait Paul, mais est-ce que tu vas avoir envie de laisser Edouard jouer son jeu ou est-ce que tu vas faire du blitz quasiment systématique pour pousser un peu DiVincenzo et Conley et Randle à porter toute la création de l'équipe? Je pense autant dans les schémas défensifs qu'offensifs, on va avoir des trucs assez cool. Donc ouais, pareil, un peu hâte de tout ça, quoi. Sachant que côté Lakers, on a vu l'élément qu'ils ont plutôt très bien fait durant la saison, c'est la pression sur le porteur de balle. Paul l'a un peu dit, mais que ça soit sur le pic, en allant les blitzer fort, ou que ça soit sur des porteurs qui sont au poste ou même qui arrivent dans la raquette, en n'hésitant jamais à doubler et en profitant d'une très forte mobilité pour ressortir vite sur les close-out et gêner le tir à 3 points. De l'autre côté, les Wolves, eux, ils ont cette chance-là, c'est d'avoir quelques extérieurs qui sont vraiment très adroits. Pour le coup, on l'a dit avec Anthony Edwards qui a été très adroit cette saison, Dante DiVincenzo qui finit, alors qu'il avait commencé la saison catastrophique, il finit quasiment à 40% de réussite. Sur les 3 derniers mois, je crois que j'ai regardé, il est quasiment à 43-44% de réussite à 3 points au tir, donc il va arriver plutôt en forme. Ils ont des Nasrid, etc., etc. Donc probablement qu'il va y avoir ce premier élément à jouer, c'est-à-dire il va y avoir du drive côté Wolves, les Lakers ils vont ressortir sur les kick-out, est-ce qu'ils arrivent à faire baisser l'efficacité ou pas? Et de l'autre côté Lakers, on l'a vu dans certains matchs, notamment de la fin de saison, les 2 matchs contre OKC et d'autres confrontations, ils ont parfois des moments où ils sont un peu, Paul l'a dit, ils sont un peu dans un état de grâce à 3 points. Et tout qui se met à rentrer. Et là encore, le truc, c'est que t'es pas à l'abri d'en avoir 2-3 des matchs comme ça des Lakers qui déjà leur donnent la victoire. Est-ce qu'il y a d'autres points spécifiques que vous avez envie de voir dans cette bataille de coach? Ouais, juste, je trouve que tu vois, il y a eu un match sur la fin de saison là où les Wolves ils sont fait remonter par les Bucks dernièrement. Parce qu'en fait, les Bucks, ils ont fait full zone en défense. Et tu t'es vraiment rendu compte des problèmes de création offensive et des problèmes de talent offensif global dans cette équipe et peut-être aussi niveau coaching. Parce qu'en fait, ils ont complètement bégayé face à la zone. Donc je pense que les Lakers vont forcément à un moment donné utiliser la zone. À quelle fréquence ils vont l'utiliser? Et surtout, comment Minnesota va réagir? Parce que j'ai l'impression, tu vois, que ces 2 dernières années, c'est quand même une équipe Minnesota qui a beaucoup de mal face à la zone. Et j'ai l'impression que JJ Redick, c'est un mec qui peut te balancer de la zone avec une grosse quantité, quoi, tu vois. Donc ça va être intéressant sur encore la bataille défense de Lakers face à l'attaque de Minnesota, quoi. D'autant que Minnesota a dans ses 2 premiers porteurs de balles, alors c'est pas de la zone, mais ils ont 2 joueurs qui sont vraiment pas très bons sur les prises à 2. Anthony Edwards et Julius Randle, c'est pas les joueurs les plus à l'aise sur les prises à 2. Ils peuvent avoir vite tendance à ralentir le jeu sur ces séquences-là. Parce que pour le coup, les Lakers c'est peut-être tout l'inverse. Vous voyez d'autres choses sur ce point tactique ou est-ce qu'on passe à un 3e élément dans la match-up? Ouais, moi, il y a un truc dont j'étais curieux, c'est on en parlait l'année dernière pendant les playoffs, les Wolves, ils avaient un peu ce côté où ils te faisaient de la presse tout-terrain des fois pendant 20 ou 25 minutes pendant le match. Et ça avait fait beaucoup de mal aux Suns et aux Nuggets qui avaient pas remonté la balle et en fait qui se bouffaient un tiers des possessions juste pour venir dans le camp adverse. Et je me demande, dans une série où tu as autant de ball handlers de ce niveau, si par exemple ils vont le tenter, ou en fait ils ont pas le coffre pour le faire, et ils ont peut-être pas envie en plus de le faire dès le premier tour. Mais je suis assez curieux de voir s'ils le font, s'ils peuvent avoir du succès là-dessus, ou en fait, c'est LeBron, c'est le cas, genre, je suis pas sûr que ça passe, quoi. Bah, ce qui est intéressant en plus avec eux, c'est qu'ils sont capables de le faire sans faire des trappes. Parce que pour le coup, si tu le fais contre les Lakers en trappant, là, t'es à peu près sûr de te faire avoir avec les Non. 3. Là, c'est pas possible. Mais ils ont la capacité de le faire pour le coup sur de la. Et c'est ce qu'ils avaient fait l'année dernière contre les Nuggets, notamment contre Jamal Murray, c'est de le faire sur du 1 contre 1, quoi.
Ce qui, pour le coup, leur coûte pas trop cher dans la mesure où c'est Jaden McDaniels qui le fait. C'est plus gênant si c'est Edwards parce qu'après, il le paye un peu de l'autre côté du terrain. Jérém, est-ce que tu vois un troisième élément que tu as envie de voir dans la match-up? Hmm. Bah, en fait, je le disais un petit peu tout à l'heure, je me demande si défensivement, en fait, tu fais vraiment un all-in sur Anthony Edwards quand t'es les Lakers. Parce qu'on l'a dit, en fait, Julius Randle, il a quand même des campagnes de playoffs qui étaient assez difficiles. Et en fait, c'est un peu lui, ton second créateur derrière Anthony Edwards. Et il me semble que Anthony Edwards, cette saison, c'est le joueur qui a été le plus blitzé de la ligue. Et il a progressé dessus. Mais on sait que le niveau de playmaking elite, c'est un truc qui est absolument crucial en playoff. Et en fait, je pense que vu que JJ Redick, c'est quand même un coach qui tente beaucoup de choses, et je pense que c'est un jeune coach qui arrive avec des idées assez ouvertes, je le vois bien prendre ce genre de pari un peu extrême. Et dans ce cas-là, ouais, je sais pas à quel point les Wolves peuvent tenir, tu vois, 48 minutes d'un match en étant ce type de pression défensive, quoi. T'en penses quoi, toi, Paul, de la capacité qu'a Edwards à continuer à garder son flow sur ces défenses-là, là, qui sont très agressives et qui blitzent beaucoup? En attaque, du coup. En attaque, ouais. Moi, tu vois, je trouve que il a pas vraiment. J'ai l'impression que cette année, il a pas vraiment progressé sur ces aspects-là du jeu. Que ce soit le playmaking, le decision making. Il comprend mieux le basket, mais je trouve que sur cet aspect-là du jeu, il n'a pas vraiment progressé. Et tu vois, même si moi je suis pas fan, mais tu vois, un mec comme Tatum, tu sentais que chaque saison, il y avait du mieux sur son playmaking, sur son decision making. J'ai l'impression que il compense énormément avec du scoring. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il peut devenir un bien meilleur scoreur que Tatum. Mais sur le decision making et le playmaking, on part de loin et en fait, on progresse pas beaucoup, quoi. Donc, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet sur cet aspect-là. Après, c'est toujours dans quelle disposition il est mis. Et puis, il a quand même. C'est un mec qui marche beaucoup à la confiance. Et au final, s'il commence à être mis dans les bonnes dispositions, s'il commence bien son match, s'il envoie 2-3 ogives à 3 points, le drive, il se libère un peu. Et donc, du coup, t'as pas le même joueur. Mais le truc aussi, c'est à côté, tu vois, un mec comme Mike Conley, je trouve que cette saison, il a encore un impact. Et c'est pareil, ça régresse. C'est normal, il a 37 ans. Donc, si jamais les Lakers commencent à beaucoup blitz Edwards et que ça marche, qui est-ce qui pourra prendre le lead derrière? Là, il n'y a pas tant de solutions que ça, quoi. Mais d'autant qu'on peut ajouter un élément, on le dit souvent, mais dans les playoffs, il y a un skill qui est quand même très très important, c'est celui de la manipulation de défense. Pourquoi? Parce que la manipulation de défense, c'est ce qui impose à la défense adverse de revoir un peu régulièrement son plan de jeu défensif et pas de trouver des automatismes dans un plan de jeu qui fonctionne. Et c'est peut-être, je sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais c'est peut-être leur principal point faible à Minnesota, c'est qu'ils n'ont pas de manipulateur de défense. Ils ont pendant longtemps eu un très bon organisateur d'attaque, ce qui n'est pas un manipulateur de défense, mais ce qui peut compenser un peu avec Mike Conley. Il est moins impactant que les autres années, voire il est peut-être pas jouable plus d'une quinzaine, vingtaine de minutes par match. Et là, tu te retrouves dans une situation où tu n'as aucun mec qui est fort sur la manipulation de défense, tu n'as pas trop de gars qui est sur de l'organisation d'attaque. Et donc, si tu as une défense un peu créative en face qui te pose des pièges, ta capacité à répondre aux pièges, c'est peut-être là-dessus que Minnesota risque d'avoir le plus de difficultés, quoi. Je pense que c'est la principale faiblesse de ces Wolves. Tu sais, quand tu t'imagines une équipe traverser 3-4 séries de playoffs et éventuellement aller au titre, les Wolves, ils n'ont pas ça. Et c'est vrai que, initialement, tu peux te dire que la meilleure chose à ajouter à cette équipe, c'était effectivement un joueur qui avait un niveau de playmaking élevé, et ils l'ont pas. Et même si Julius Randle, il compense avec de la lecture assez simple et un niveau de passe OK, oui, ils sont privés de ce type de joueur. Et effectivement, Conley, il y a le problème qui fait il vieillit, et qu'en plus, du coup, il va être ciblé de l'autre côté du terrain. Donc, tant que tu pourras même pas faire appel à lui sur certains matchs, quoi. Donc, dans ce contexte, je pense que c'est le point faible de cette équipe, quoi. Paul, est-ce que tu vois un quatrième élément dans la match-up que tu as envie de regarder? La bataille physique Ouais. entre les Lakers et Minnesota. L'année dernière, je trouve que sur les tout premiers matchs de playoff, on a vu à quel point est-ce que la bataille, la domination physique, c'était quand même un énorme avantage dans une série de playoffs.
Et en plus, il y a un côté un peu exponentiel, c'est-à-dire que si tu comprends que tu commences à dominer physiquement, tu vas appuyer dessus et en fait, l'équipe en face, elle n'existe pas. Je pense aux Knicks Cavs il y a 2 ans et à Minnesota face à Phoenix l'année dernière, où en fait, bah, il n'y a pas de série parce qu'il y a une équipe, globalement, même si bon, il y a 2-3 aspects du jeu aussi à côté, mais il y a une équipe qui domine vraiment physiquement l'autre. Et pour le coup, là, il y a une équipe qui pourrait dominer physiquement l'autre, c'est Minnesota. Mais c'est marrant parce que du coup, je suis allé voir les stats au rebond et en fait, ils sont seulement sur demi-terrain 17e équipe au rebond offensif et défensif, Minnesota. Maintenant, bon, ça reste des stats de rebond sur la régulière et en playoff, ce sera peut-être différent. Mais la bataille physique va être importante parce que on a vu quand même que c'était un truc qui faisait défaut aux Lakers, notamment face à Denver, où le front court Jokic, Gordon, en fait, ils t'usaient beaucoup trop. Et l'année dernière, ils prennent 4-1 parce que sur les fins de match, en fait, ils n'arrivent pas à tenir, alors même qu'ils avaient Anthony Davis. Donc, tu vois, là, pour le coup, je pense qu'un mec comme Anthony Davis, tu sais que Randle face à AD dans une série, si jamais AD était resté, il aurait mis 16-17 points avec une adresse nulle. Donc là, peut-être que Randle, il peut faire sa série parce que justement, il n'y a pas une grosse dissuasion dans la raquette. Donc, la bataille physique va être importante. Ils n'ont pas trop les armes pour battre, enfin pour compenser le physique des Wolves. Par contre, ils ont pas mal de mecs qui peuvent te permettre d'empêcher le drive des Randle ou des Anthony Edwards, comme des Gabe Vincent, des Dorian Finney-Smith. Même un mec comme Hachimura, en fait, il est plutôt, il fait le taf quoi en défense. Donc ça va être intéressant. Je pense que la bataille physique, c'est pas seulement le rebond, c'est aussi comment est-ce que tu fights dans les écrans ou des choses comme ça. Donc est-ce que les Lakers sont capables de gagner même s'ils n'ont pas l'avantage physique? Je pense que oui, mais ça peut partir dans un sens très favorable pour Minnesota, quoi. C'est en tout cas, moi je suis d'accord avec toi, hein, c'est l'élément le plus favorable en tout cas à Minnesota, la dimension physique. Et d'ailleurs, je trouve d'ailleurs que c'est presque une série un peu caricaturale parce que tu as d'un côté l'équipe qui a peut-être le plus d'IQ des playoffs, mais le physique le plus light. Et en face, l'équipe qui a peut-être le plus low IQ, le plus faible IQ des playoffs. Alors, peut-être pas complètement, mais c'est pas une équipe avec un très gros IQ, avec beaucoup de joueurs qui sont carencés sur ça, les Wolves, mais qui par contre physiquement sont hyper dominants. Jérém, Paul a raison, on l'avait vu l'année dernière contre les Suns, on l'avait vu aussi un peu, tu l'as dit, contre les Nuggets. Alors, avant qu'ils explosent physiquement pour le coup complètement contre Dallas, les Wolves. Sur les premiers tours, c'est une équipe qui peut avoir une densité physique vraiment plus qu'exceptionnelle, rare, moi je trouve. Ouais, bah ils ont des joueurs sur les Nextors qui sont quand même jeunes et athlétiques avec beaucoup de coffres. Donc effectivement, c'est ce qui leur a permis d'être aussi étouffants dès les entrées en jeu de ballon, quoi. Et puis t'avais beaucoup de taille aussi. Enfin, t'avais vraiment l'alliage des deux qui faisait que c'était très compliqué de jouer contre eux. Ils ont peut-être un peu perdu de ça en laissant Towns partir. Mais là, ils sont face à une équipe, comme on me disait, qui est très puissante sur la création, mais qui en contrepartie pêche un peu de l'autre côté. Et je trouve qu'il y a deux avantages là-dessus, du coup, pour les Wolves, c'est qu'ils peuvent effectivement tenter de jouer ce jeu des rebonds, ce jeu de l'agressivité pour générer des pertes de balles, mais que eux, en plus de l'autre côté, même s'ils n'ont pas de super créateurs, c'est une équipe qui est très propre balle en main quand même, qui perd pas des ballons facilement. Et en fait, ils ont une chance de jouer le jeu des possessions, et c'est probablement leur meilleur argument pour contrecarrer le déficit on va dire, de génie offensif face aux Lakers, quoi. D'autant que les Lakers, pour le coup, perdent beaucoup la balle structurellement. Et c'est une équipe alors, qui crée énormément, donc c'est pas de la perte de balle à blanc, c'est-à-dire pour rien, mais qui, pour le coup, en perd beaucoup. Et effectivement, ils peuvent se nourrir de ça. T'en penses quoi, toi, de la dimension physique des Lakers là depuis le départ de AD, Jérém? Ah pardon, excuse-moi. Moi, ils m'ont surpris quand même, parce que je m'attendais à ce que ce soit une vraie faiblesse, et quand même, ils arrivent bien à jouer de leur taille et ils défendent bien. Ils sont longs Maintenant, et grands, ouais. ouais, c'est ça, ils sont quand même longs. Et tu sais, souvent on réfléchit au poste, mais en fait, un joueur comme LeBron, en fait, ouais, il pèse ses 115-120 kilos, donc en fait, il n'y a pas de souci pour défendre sur des intérieurs. Maintenant, si tu arrives à faire rentrer un joueur comme Gobert dans la série, normalement, par exemple, c'est censé être un atout assez dingue pour jouer le jeu du rebond. Voilà, on a vu Randle, par exemple, il y a quelques années contre les Cavs, pareil, enfin, sur ce type de schéma, normalement, il est bon. Donc, ouais, je sais pas. J'avoue que j'ai aucune idée de ce que ça va donner de ce point de vue-là, quoi. Paul, toi, la dimension, je l'ai doucement esquissé un peu en opposition à cette dimension physique. La dimension
QI basket des Lakers, donc la capacité soit à résoudre des problèmes, soit à en poser, pour le coup. Est-ce que tu estimes que c'est vraiment là-dessus que les Lakers... Enfin, déjà, est-ce que tu es impressionné par les Lakers là-dessus, premier élément, et est-ce que tu estimes que c'est un argument qui va être majeur dans la série, quoi? Mais majeur jusqu'à quel point? Ça sera forcément majeur, mais jusqu'à quel point, quoi? Bah ouais, je pense, enfin, je suis impressionné, oui et non, parce que enfin, je m'y attendais qu'une équipe avec LeBron et Luka soit sur les micros aspects du jeu soit assez incroyable. Et je pense que pour le coup, c'est quand même un skill qui est parfait dans un contexte de playoff, surtout quand bah, tu peux pas compenser par d'autres choses. Euh, Après, c'est compliqué parce que je pense que il y a des aspects de leur attaque aussi qu'on va voir. Alors, ce sera pas forcément face aux Wolves, mais s'ils arrivent dans des hautes sphères de playoff, on va voir aussi que il y a peut-être des problèmes où, au final, LeBron physiquement, est-ce que si tu lui enlèves, j'allais pas dire son physique, mais tu vois, genre sur des fins de match, il est quand même pas mal utilisé sur des cuts, sur du roll, en transition et tout. Tu vois, un truc qui est un peu dommage, c'est que sur la transition, depuis l'arrivée de Luka, ils sont vraiment pas ouf. Après, est-ce qu'ils ont le matériel pour être ouf? Pas vraiment. Mais on va se rendre compte peut-être de quelques problèmes en attaque des Lakers sur certains aspects du jeu. Mais donc, est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à compenser par de l'adresse à 3 points, un niveau de QI basket suffisamment fort pour aller trouver des tirs rentables? Je pense qu'ils en sont capables. Jusqu'à quel point, on verra, quoi. Je vous propose, les gars, qu'on se donne encore un dernier point dans la match-up maximum par personne. Évidemment, si on a un troisième, on prendra le troisième, il n'y a pas de souci. On en était à qui? On en était à Jérém, je crois. Jérém, c'est quoi ton point suivant? Hum, En fait, moi, les points sont déjà passés, donc Et bah, je si vous t'en laisse as la main. plus, Paul, est-ce qu'il t'en reste un, toi? Non, moi, c'est bon aussi. Eh bah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et ben, dans ce cas, je vous propose qu'on. Moi, je trouve qu'il y a juste un élément que vous n'avez pas cité, je trouvais intéressant. Euh, c'est que les Lakers, c'est une défense qui, je pense, peut plutôt bien résister à des créateurs sur les lignes extérieures, qui créent du shoot swing extérieur, comme ce que Edwards peut être par instant, qui sur la défense du post-up sont très très bons. Mais par contre, leur vrai point faible, c'est les équipes qui ont la capacité, par la puissance, à accéder au cercle. Parce que là, pour le coup, dans ces cadres-là, ils ont vraiment pas ce qu'il faut pour le limiter. Donc tu sais, c'est ces joueurs qui vont être capables, un peu à l'épaule, d'avancer jusqu'au cercle et d'enfoncer la défense. Et je trouve que c'est là-dessus qu'ils risquent d'avoir le plus de difficultés, parce que ça soit Edwards, mais surtout Julius Randle et Naz Reid, c'est des joueurs qui ont une vraie capacité à faire ça. Et ce problème-là, je sais pas combien de points il peut te rapporter, mais c'est un truc qui peut épuiser une défense et qui peut faire, je crois, très très mal aux Lakers. Et, je pense que c'est un sujet assez inquiétant pour les Lakers. L'autre élément, mais on l'a dit, on l'a pas dit, mais ça peut être un peu une évidence. Les Lakers ont été quand même depuis l'arrivée de Luka une équipe extrêmement forte dans les quatrièmes quart-temps, et notamment dans le Money Time. LeBron démarre très très bien les quatrièmes quart-temps et souvent le fer de lance de l'attaque des Lakers dans le quatrième quart-temps. Et Luka finit pas trop mal. Enfin, ils ont trois joueurs qui sont vraiment très très compliqués à défendre quand ils jouent ensemble dans le quatrième quart-temps. C'est Reeves, LeBron et Luka, quoi. Et les Wolves n'ont pas été très clutch cette saison. C'est la 23... Ils ont le 23e pire net rating dans le clutch. Ouais. Donc si les matchs traînent un peu, ça risque, ça peut tourner assez vite à l'avantage des Lakers. Et ben écoutez, je vous propose qu'on passe sur la dernière partie qu'on s'était donnée, à savoir pourquoi telle ou telle équipe va l'emporter. Alors selon vous, si les Wolves l'emportent, ça sera grâce à quoi? Et pourquoi? Jérém, peut-être, comme tu avais fait Bah, les Wolves. ouais, vas-y. Bah, je pense que c'était l'élément qu'apportait Paul. Pour moi, c'est s'ils dominent physiquement la série et qu'ils arrivent, en plus d'avoir une domination physique, à avoir quand même une contribution assez forte en dehors d'Anthony Edwards, de Julius Randle et je pense de Naz Reid qui va être un joueur clé. Mais je pense que ouais, le tournant est là, c'est-à-dire il faut que Randle te fasse une bonne série, il faut pas qu'il soit inefficace et il faut pas que la création s'enraye. Donc pour moi, s'ils arrivent à avoir au moins deux de ces éléments, ils peuvent aller chercher les Lakers. Maintenant, enfin, je pense qu'on va en parler après. Le problème, c'est t'as un niveau de création pour autrui et pour soi-même en face ça me paraît dur quand même sur une série qui irait loin de le compenser, quoi. Paul, si les Wolves gagnent, ça sera pourquoi selon toi?
Ce sera peut-être pour la défense, en fait. Peut-être que finalement, l'année dernière, ils ont subi l'attaque des Mavs et un peu le physique des Mavs aussi. Bon, comme tu l'as dit, ils étaient un peu cramés parce qu'il y avait déjà 2 séries, dont une série face à Denver. C'est jamais simple, même s'ils ont un peu dominé, mais se taper Jokic pendant 7 matchs, c'est quand même relou. Donc peut-être qu'ils gagneront cette série avec leur défense parce qu'offensivement, j'ai du mal à croire qu'ils soient si exceptionnels que ça. Donc peut-être que Luka, en fait, ils vont lui envoyer. Alors on sait que Jaden McDaniels, c'est pas le profil parfait, mais peut-être que changer tes schémas sur Luka ou alors rester avec un schéma toute la série va faire la différence, que Luka il va pas trop être dans le rythme et peut-être que du coup l'adresse à 3 points des Lakers va en pâtir et on va peut-être voir aussi que LeBron les 40 ans il les fait et que Austin Reeves quand tu le challenges vraiment physiquement c'est quand même plus le même niveau aussi, donc c'est peut-être pas à travers la défense en fait qu'ils vont gagner parce qu'ils sont quand même toujours, alors, ils sont pas aussi dominants cette saison en défense, ils sont quand même le même matos défensif, ils sont toujours aussi très bons quoi. Ouais, tout à fait. Sachant qu'une des difficultés contre Lucas, moi je suis d'accord sur la partie offensive, c'est que tu peux mettre un peu qui tu veux sur lui, c'est pas lui qui défendra sur Lucas. Parce que c'est tellement des mismatch hunters de dingue, Lucas et LeBron, mais Lucas c'est peut-être le meilleur de tous, que en fait malheureusement tu mettras jamais le joueur que tu veux sur lui. Paul, je te laisse la main. Si les Lakers gagnent, selon toi, c'est pourquoi? Si les Lakers gagnent, c'est parce qu'en fait ils ont globalement un niveau de talent offensif avec Luka, LeBron et Reeves qui est beaucoup trop important, qui est beaucoup trop fort, et que malgré plein de mecs qui ont un niveau All Defensive Team aux Wolves comme Jaden McDaniels, comme Rudy, même comme Nickel Alexander-Walker, au final, ça fera la différence en faveur des Lakers et que tu peux rien faire face à un tel niveau de talent, quoi. Parce que tu vois LeBron, Luka, parce qu'on a déjà vu un duo aussi fort offensivement. Il y a eu du Chris Paul et du Harden, mais c'est dans un autre style. Je pense que dans un contexte playoff, c'est quand même mieux d'avoir LeBron et Luka que d'avoir Chris Paul et Harden. Et donc là, si les mecs font leur série, s'ils commencent à trouver un peu du rythme, parce que je pense que ça peut être une série qui peut... il va y avoir des matchs serrés, mais je pense que c'est une série qui peut très vite partir en faveur des Lakers ou de Minnesota, mais je serais pas étonné que tu vois en fait ça finit en 4-1 Lakers, que dans le clutch les Lakers ils sont injouables et que même avec une grosse défense tu peux rien faire quoi. Jérém, si les Lakers gagnent, selon toi, c'est pourquoi? Ouais, je pense que c'est le niveau de création offensive absolument dingue qu'ils ont et c'est leur capacité quand même à chasser le mismatch. Et même s'il y a des défenseurs de très haut niveau chez les Wolves, il y a aussi quand même beaucoup de cibles potentielles. On l'a vu avec Luka l'année dernière sur Gobert. Là, t'as Mike Conley, t'as Julius Randle, t'as même Nasrid en vrai que tu as envie en fait finalement de mettre dans des situations au large. Donc je pense que ça peut être très compliqué aussi pour les Wolves. C'est pour ça que j'ai du mal à imaginer leur défense vraiment faire avoir le même impact en fait que l'année dernière face à des équipes qui étaient moins bonnes à la création, notamment chez les extérieurs. Et donc ouais, j'ai l'impression qu'ils sont quand même favoris à cause de ça, parce qu'en fait ils ont juste trop de talent et que la défense des Wolves, toute bonne qu'elle soit, ça sera pas assez quoi. D'autant que le talent qu'a les Lakers, enfin, je sais qu'avec Jérém on partage ça, et peut-être aussi avec Paul d'ailleurs, c'est un talent un peu particulier, c'est un talent de création. Donc c'est vraiment la capacité à poser des nouveaux problèmes tout le temps. C'est-à-dire que tu mets une nouvelle défense en place et en fait il casse la défense avec en fait la passe qui est la passe à faire, la bonne passe à faire. Et ils ont pour le coup deux des meilleurs joueurs actuels, on va dire, sur ce registre-là. Peut-être même les deux meilleurs sur attaque demi-terrain sur ces passes-là. Et effectivement, ça risque d'être un argument de poids. Messieurs, je vous propose qu'on termine par le petit prono. Le petit prono, on se mouille un peu. Jérém, c'est quoi ton prono sur la série? Je pense que les Lakers vont le prendre, et ça me fait très très mal de le dire, mais je pense que les Lakers vont le prendre. Je dirais 4-2 en faveur des Lakers, en espérant que ce soit un 4-2 qui coûte beaucoup quand même d'énergie, quoi. D'ailleurs, dernier élément qu'on n'a pas dit, hein, les Lakers ont un énorme différentiel de niveau entre domicile et extérieur et ils ont l'avantage du terrain sur la série. Paul, c'est quoi ton prono? 4-1 Lakers. Ils Ok. finissent à la maison. Et moi, mon prono, ça va être 4-2 Wolves. Je pense que
la dimension physique. Je pense que les Lakers sont pas encore complètement cadrés, que la différence qu'on imagine entre les deux équipes, en réalité, c'est deux équipes qui ont une défaite d'écart, en fait. Elles font quasiment la même régulière, même si les Lakers sont très forts depuis l'arrivée de Lucas. Et j'y crois pas trop au truc de pas avoir d'intérieur en playoff, surtout contre une équipe qui déjà de base est extrêmement physique. Et de les jouer au premier tour, j'ai peur que les Lakers s'explosent un peu. Et il y a quand même une grosse question, c'est le niveau physique de LeBron James qui, depuis son retour de blessure, est quand même un peu en dents de scie, même si on ne sait jamais trop avec LeBron. Et toujours un peu cette capacité à passer une nouvelle vitesse à un moment donné où tu t'y attends plus trop. Donc on l'avait vu en début de saison, à partir de janvier, où il avait passé une vitesse. Mais 4-2 Wolves pour moi, pour le coup. On souhaite que tu aies raison, écoute. Hein. Bah, moi, je souhaite que vous ayez raison et que l'aventure se prolonge un peu pour les Lakers. En tout cas, on ne sait pas si on vous fera toutes les séries de playoffs. C'est un peu on va voir un peu si on arrive à le faire. Et si on arrive à le faire, on le fera. Mais c'est pas sûr qu'on arrive à le faire. En tout cas, on fera toutes les séries majeures de ce premier tour. Ça, c'est une certitude. Donc, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.